Le sac à disque. Le podcast commence ici. Ça m'est souvent arrivé d'être posé dans mon canapé et de voir mon mec préparer son sac pour aller mixer dans des soirées. Je me demande à chaque fois comment est-ce qu'il arrive à sélectionner une 60aine de disques parmi les 2000 qu'il a sous la main. Ça m'a toujours paru fou qu'il puisse se projeter dans un autre moment que lorsqu'il choisit le disque. Quel sera son mood au moment de jouer ? Pourrait-il avoir des regrets ? Un disque qu'il n'aurait pas emporté ? Un set trop décalé du reste de la soirée ? J'ai commencé à lui poser des questions pour savoir sur quoi il pouvait s'appuyer. Il m'a parlé de l'heure à laquelle tu mixes, le lieu dans lequel tu joues, qui mixe avant toi, qui mixe après toi, est-ce que tu joues seul ou à deux ? Mais peut-être que même en ayant réfléchi à tout ça, il faudra toujours savoir s'adapter. J'ai même appris qu'en 2 heures, tu ne joueras pas plus de 20 ou 30 morceaux, c'est mathématique. J'ai eu envie d'en savoir plus, suivez-moi. Salut Jules. Salut. Je t'appelle Jules ou Julien ? Tu peux m'appeler Julien. Mais t'es plus connu sous le nom de Jules. On m'appelle Jules, les deux me vont. C'est cool de t'avoir avec nous. Je suis ravi d'être là. Est-ce que tu mixes pour le plaisir ou est-ce que c'est ton métier ? J'ai la chance depuis plus de 30 ans d'avoir une passion qui me fait vivre en fait. Donc c'est à la fois mon plaisir et mon métier. T'as combien de disques dans ta collection et comment tu t'y retrouves ? J'en ai vendu un peu pour faire de la place. D'ailleurs, j'en regrette certains. Mais j'en ai un peu plus de 15 000 maintenant. Et dans ton sac ? Et dans mon sac, c'est un sac qui contient une centaine de disques. Ouais. Habitant à Paris dans un appartement, je suis limité par le nombre de murs que j'ai. J'en achète toujours et j'achète beaucoup de vieux disques aussi sur Discog. C'est pas extensible et j'étais obligé de faire de la place. Donc j'en ai vendu 1005 ou 2000. Forcément, il y en a certains qu'on regrette et qu'on peut retrouver maintenant, mais qui valent 200 €. Mais ça fait partie. Mais là, j'essaie de plus en vendre. Et est-ce que tu as une méthode pour préparer ton sac ? Je suis assez maniaque. Je classe les disques par pays de provenance, un peu par style de musique, mais par label. C'est-à-dire, par exemple, j'ai peut-être 1000 disques ou 1500 disques qui viennent de Détroit. Bon, et dans Détroit, évidemment, j'ai un casier avec tout Carl Craig, un autre avec Derrick May, ou les gros labels, ou les voilà. Donc je m'y retrouve comme ça et j'ai ça à peu près pour Chicago, New York, les villes qui ont vraiment des styles comme ça marqués. Et puis j'ai, la Hollande, Benelux ou l'Angleterre qui est une grosse partie de la collection. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vraiment les États-Unis et les Anglais qui avaient les plus gros marchés, où il y avait le plus de disques. Et au sein de ces sections nationales, là, il y a une progression un peu chronologique. C'est-à-dire que ça va de fin 80 jusqu'au plus récent. Comme ça, je sais, ce truc hollandais que je jouais dans les rêves en 92, je sais à peu près où il est. Donc ça, c'est dans l'idéal. Après, il y a tous les disques que je ressors. En plus, je rejoue beaucoup de vieux disques en ce moment. Et là, c'est un peu plus bordélique. C'est-à-dire que je me retrouve avec des trucs qui sont plus du tout rangés. C'est tous les disques que j'ai joués depuis 1 an ou 2. Et là, c'est autour de mon bureau, de mes platines. Là, j'ai un meuble avec 400 ou 500 disques. Et là, c'est vraiment les trucs que j'ai digués récemment. Et là, tout est mélangé. Je sais à peu près, ça, je l'ai joué il y a 6 mois, il doit être là, tac, tac, voilà. Mais après, ce qui est drôle, c'est quand on cherche un disque, justement, qu'on ne trouve pas tout de suite et qu'on peut passer 2 heures à le chercher, etc. En fait, c'est tous ceux qu'on va retrouver sur le chemin de celui qu'on avait perdu. Mais on en remonte. Enfin, moi, j'ai mon studio et mes platines qui sont à un étage. Donc, quand je dis je remonte, ça veut dire que je remonte ma pile de disques et il y en a 20 dedans que j'avais pas du tout cherché et qui, en fait, vont atterrir dans ma caisse de disques et que je vais rejouer. C'est quoi le point de départ ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer des disques ? Mes premiers souvenirs musicaux, ils viennent plus du cinéma, en fait. C'est à travers des bandes originales de films que je regardais quand j'étais vraiment enfant.
que j'ai eu comme ça des premiers coups de foudre en tout cas. Donc il y avait tout bêtement James Bond. En plus c'est marrant, je viens de faire un remix là, de John Barry, le thème de James Bond. Je me souviens à 6-7 ans, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. J'aimais bien les films de Kung Fu. Donc les Bruce Lee, il y avait Lalo Schifrin et évidemment Ennio Morricone. Donc moi je suis rentré dans la musique via la musique de film. Donc peut-être que le côté instrumental qui m'a plu dans la musique électronique, il vient peut-être de ça, quoi. Et là où vraiment j'ai commencé à être un peu plus spécialisé, c'est avec le funk, la soul, la musique black. Moi je viens plus de là, c'est un peu mes racines musicales. Et surtout Prince. J'étais un énorme fan de Prince étant ado. Et tout le Minneapolis Sound, on va dire à partir de 82, 83, jusqu'à ma découverte de la musique électronique, donc début des années 90. J'étais passionné par Prince, j'ai acheté tous les bootlegs, j'allais à tous les concerts. Quand on connaît bien la discographie de Prince, surtout celle des années 80, il y a un côté très électronique, quoi. J'ai été le premier à mettre des boîtes à rythme, une Lindrum d'ailleurs, qui est une boîte à rythme assez légendaire. Et donc il y avait ce groove de funk, mais avec un beat électronique et beaucoup de synthé aussi. Une de ses références était James Brown, mais il n'avait pas ni les moyens à l'époque, ni la possibilité d'avoir un orchestre avec des horns, quoi. Comme par hasard, c'était l'arrivée du premier synthétiseur, notamment le Oberheim, et il faisait ces sons synthétiques qui reproduisaient les trompettes. Et donc le son de Minneapolis Sound, c'était de la boîte à rythme avec des ouin ouin. C'était une sorte de funk électronique. Et le funk électronique, on n'est pas très loin de la house quand même, hein. Enfin, je veux dire, quand on réfléchit. Il n'y a pas de hasard, en fin de compte. Musique de film, plus Prince, les débuts du hip-hop. Moi, le hip-hop que j'ai aimé, c'est comme tous les jeunes Parisiens de ma génération qui ont regardé Ciné, HIP, Chopé, voilà. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie! Donc ça m'a marqué aussi. Je fais un peu de breakdance. Les dimanches sans fin. Et puis le hip-hop assez festif, un peu plus tard, de la soul, Tribe Called Quest et tout ça, qui se mélangeait avec de la house. Il y avait des soirées où on pouvait mixer un truc de la soul avec un truc de early house. A tree is growing. Can't you see what I see? A ripe new fruit to boot. All for the JB. Et pas mal le dub. J'ai découvert le dub cette période-là, un peu avant de découvrir la house. Et la musique électronique, en fait, je l'ai découverte en club. Je me souviens, les premières fois où j'allais dans ces soirées-là et que j'écoutais de la musique électronique, dès qu'il y avait une voix, ça me gênait. Parce que pour moi, ce qui me plaisait, c'était le côté un peu expérimental. Après, je me suis ouvert à ça. Quand j'ai habité à New York, j'ai pris goût à écouter du bon garage, etc. Mais à la base, moi, j'aime une house, justement, assez dub. C'est-à-dire qui tourne vraiment autour des basses. Avec peu d'instrumentation, et c'était souvent les phases B, justement des morceaux de house new-yorkais. Il y avait toujours un instrumental ou un dub, c'est-à-dire où on enlevait la voix. Mon style de musique, ça a toujours été cette base-là, c'est-à-dire que cette house dubifiée ou instrumentale. Ou une techno pas très dure et plutôt ralentie, c'est-à-dire que c'est pour ça que je mélangeais souvent de la house et de la techno, mais en ralentissant la techno et en trouvant celle qui avait le plus de groove. Et en fin de compte, je pense que ça vient de l'amour que j'ai pour le dub. Et puis j'ai aussi découvert un peu plus tard des Steve Reich, des choses comme ça, avec une hypnose. J'aime le côté hypnotique en fin de compte. Et le dub a ce truc très hypnotique. Donc voilà, c'était pour ça aussi que quand j'ai lancé ma soirée au Rex en 97, en réaction au tout disco, à la house filtrée, à la French Touch, dans laquelle je me retrouvais pas trop, je me suis dit, moi je vais retourner à mes fondamentaux, c'est-à-dire à la house plutôt dub, et à la deep techno, et à l'acid house. Donc j'ai appelé ma soirée basse culture, qui est un terme qui vient du reggae et du dub.
Et mon label que j'ai créé en 2019 a aussi le même nom. Donc c'est un peu le style de house que je défends depuis toujours, mon identité musicale, on va dire. Avant même de jouer en rave, j'avais un pote à moi, un peu plus âgé. C'est justement lui qui m'a emmené au Boy la première fois, qui m'a fait rentrer alors que j'étais mineur dans ces soirées-là. Donc c'est la première fois que j'ai entendu de la house, c'était grâce à lui. Et il s'est retrouvé en stage à FG, en 90. J'allais régulièrement à FG, puis j'écoutais des DJ mixés. Et il y a un type que j'avais dû croiser en rave, un peu plus âgé que nous, qui devait avoir 40 ans, quand nous on avait 18-20 ans, on va dire. Et qui était photographe, qui était vraiment une des figures emblématiques du Palace, qui a travaillé dans la mode, et qui avait une émission sur FG. Et il s'appelait Prince Phil, donc Philippe Janoumov. C'est le père de Roussia, DJ féminin de la scène parisienne. Et à l'époque, elle n'était pas DJ, elle aimait pas trop la house. Il me disait, j'essaie de l'emmener en rave, mais elle veut pas, elle écoute de funk. Et donc moi je suis du pote avec son père qui m'a demandé de faire la programmation musicale de son émission. Je savais pas mixer, mais en tout cas il savait que j'avais des disques. Il m'a dit tiens, on va mettre quelques disques. Donc j'ai rencontré Patrick Rognon à cette époque-là qui avait Rave Up parce que je venais à FG, je crois que c'était le vendredi ou le samedi pour l'émission de Prince Phil. Mon pote, c'était le réalisateur de cette émission et moi je me retrouvais à mettre 2-3 disques dans l'émission. Voilà. Commencé à sortir à 17-18 ans. On parle de 89-90, donc c'était le début des rêves et c'était vraiment la grosse arrivée de l'acid house et de la house à Paris. En plus de la découverte de la nuit parisienne qui m'a toujours un peu fasciné, je sais pas trop pourquoi, le fait de pouvoir enfin découvrir ce monde. Et en plus d'arriver à un moment donné où là il y a une musique complètement révolutionnaire, il y a eu un double trauma extrêmement violent. Et là pour la première fois, alors qu'avant j'écoutais de la musique, j'aimais la musique, mais à aucun moment je me considérais comme un collectionneur de disques. DJ pour moi je savais même pas ce que c'était, à part les mecs qui scratchaient, etc. Mais je me voyais pas du tout là-dedans. Quelques mois après les premières raves, très vite je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas de coupure, pourquoi je n'ai pas l'impression qu'on passe d'un morceau à l'autre, et je me suis petit à petit dirigé vers le DJ et j'étais absorbé par ce qu'il faisait, j'essayais de comprendre et j'ai passé beaucoup de temps à être collé à la cabine et un peu plus tard, à force de les rencontrer, à rentrer dans la cabine avec eux, à porter leur caisse de disques et à observer leur métier. Et puis moi-même, commencer à acheter des disques, acheter une deuxième platine, faire une petite cassette à la maison. Et puis, comme c'est des artistes que je côtoyais, en l'occurrence Guillaume Latortue, Jérôme Pacman, Bertrand, qui étaient des DJ très importants de la scène rave parisienne de l'époque et qui m'ont un peu pris sous leur aile. Et donc je les accompagnais dans les premières soirées et puis je leur ai fait écouter mes cassettes, ils ont trouvé ça bien et puis ils m'ont proposé de jouer avec eux. Puis ça a commencé comme ça. BPM, qui était avant Bonus Beat, moi j'ai connu quand c'était BPM, la boutique de Saul Rousseau. Je finissais mes études et j'ai un peu bossé dans la pub après, donc la semaine j'avais pas le temps de travailler dans un magasin de disques, mais je pense que tous les DJ parisiens de cette époque ont à un moment donné travaillé dans cette boutique ou dans d'autres. Ils sont tous passés par là. Donc Bertrand, Pacman, Le Castor, Gringo, Romain BNO, je les ai tous connus derrière le comptoir de BPM. La scène était toute petite à l'époque, donc Garnier, je l'ai rencontré comme ça aussi, quand il était résident au Boy. À force d'avoir un petit mec de 18 ans qui est toujours à droite des platines, qui regarde ce que tu fais, on devient pote. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé à rentrer dans toutes les soirées, aller aussi chez eux quand ils préparaient leur caisse des disques, d'avoir comme ça la primeur des morceaux qu'ils venaient d'acheter, et moi-même prendre des notes et essayer de trouver les disques après pour moi, etc. Et est-ce que tu te rappelles du premier disque que t'as acheté ou du premier morceau qui t'a marqué ? C'est marrant parce que justement c'était au Boy, quand on commençait à regarder un peu le DJ, un peu comme au Rex, il y avait une vitre devant. C'est-à-dire que le DJ il était dans une cabine un peu fermée. Et sur cette vitre, il y avait un autocollant USA Import. Donc c'est la première boutique de disques spécialisée où je me suis rendu à Paris, qui à l'époque était rue du Bourg-Thibourg.
Yann, le vendeur, c'était sa boutique, avait été aussi résident du Rex. Il avait des soirées du vendredi qui s'appelaient Space. Je prends l'adresse, et puis là, je découvre ce que c'est qu'un magasin de disques, quoi. Alors, le USA Import, c'est une boutique belge, et ils avaient ouvert une antenne à Paris, donc c'était beaucoup de techno belge, donc plus techno que house, on va dire. Et je me souviens avoir acheté des disques qui sont des classiques maintenant, mais à l'époque, ça venait de sortir. Energy Flash de Joey Beltram et Circus Bell de Robert Armani, l'original sur Dance Mania. Pour le coup, très, très minimal en fin de compte, parce que c'était du Chicago Tracks, voilà. Et il y avait un autre truc, je me demande s'il n'y avait pas justement l'album de Todd Terry, Royal House, avec Anu Philippe, là. Un New-Yorkais, un de Chicago, et je vais mettre un New-Yorkais aussi, mais qui était sorti après sur Transmat, mais qui était un son quand même beaucoup plus européen, quoi, un peu plus dark. Ecstasy. Et tu les as encore ? Ah ouais, clairement. Évidemment, puis c'est devenu des énormes classiques, donc c'est des trucs qu'on peut rejouer. Voilà, c'est indémodable, quoi. La première fois que je me suis retrouvé derrière les platines, c'était pas du tout prévu. Quand je me retrouvais derrière mes potes DJ, j'étais pas là, oh là là, j'ai envie que ce soit moi qui joue. Enfin, cette ambition, je l'ai eue plus tard. Quand Guillaume la Tortue, je l'accompagnais sur une rave à Ivry, justement. Et je connaissais ses disques parce que je le suivais souvent. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de disques que maintenant. Donc quand on était dans un style de musique, on avait les mêmes. Ou en tout cas, pour l'écouter plein de fois, je connaissais un peu sa playlist du moment. Et je sais pas, il a eu un coup de mou, il en avait marre de jouer. Et puis il a envie de faire une pause. Et comme moi j'étais derrière comme son ombre, comme chaque fois, il m'a dit tiens, prends mes disques, joue. Donc là, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Parce que j'ai eu 3 minutes pour aller dans ces disques, prendre ceux que je connaissais, et j'ai joué peut-être, 20 minutes, une demi-heure. Vraiment le saut dans le grand bain, quoi. Parce qu'il y avait un dance floor plein, et puis j'ai dû choisir les bons disques, faire des mix qui étaient pas trop catastrophiques, et en fait, ça s'est bien passé. Et quelques mois après, il organisait une soirée qui avait lieu le dimanche après-midi, qui était au pont de Tolbiac, sur un bateau. C'était la péniche Ruby, il me semble. Donc déjà précurseur, parce qu'après, quelques années plus tard, il y a eu le bateau phare et après, il y a eu Concrète. Mais finalement, la première fête qui avait lieu un dimanche après-midi, c'était organisée par Guillaume la Tortue et Laurence, sa copine de l'époque, Salinas, qui avait une boutique de disques aussi, Salinas. Ça s'appelait Techno Joke. Et ça a été la première fête où j'ai eu mon nom sur un flyer. J'ai mixé entre Jérôme et Guillaume et c'était super. C'était un bateau avec un plancher. À l'époque, les gens faisaient beaucoup de bonds en dansant. Les raveurs, en fait, il n'y avait pas vraiment de danse. Sauf que sautiller sur un plancher, ça fait sauter les disques. Donc il y a eu 2-3 mix comme ça, bien foireux, parce que le disque sautait quand ils étaient ensemble. Et moi, j'étais mortifié, quoi. Alors qu'en fait, c'était une très bonne chose. J'ai connu l'âge d'or des rêves, j'ai eu cette chance-là, c'est de ma première soirée, je crois que c'était au printemps 92, et si on en croit l'histoire de la rave culture française, le pic c'était vraiment 93, quoi. Comme ça on est passé d'une fête tous les mois à 3 fêtes par week-end, et il y avait un besoin de DJ finalement, on n'était pas nombreux, donc très vite je me suis retrouvé à être booké dans beaucoup de raves, notamment certaines qui sont devenues légendaires comme Nostromo, j'ai fait mes classes là-dedans, quoi. Pas de retour, des platines qui sautaient, des sound systems moyens. Donc quand on apprend dans ces conditions-là et qu'après qu'on se retrouve dans le confort d'une boîte de nuit, c'est une bonne école, quoi. C'est un peu le stage commando du DJ, quoi, les rêves à l'époque. Et après ces rêves, tu passes en club ? Oui, je suis parti à New York, justement un peu au pic de ma carrière de DJ de rêve. J'ai eu une opportunité pour faire un stage là-bas. En dehors des clubs légendaires qu'il y avait à New York à cette époque-là, il y avait aussi une scène rave qui était assez jeune et qui était organisée par des promoteurs anglais. Et en fait, j'ai donné la bonne cassette à la bonne personne 15 jours après être arrivé à New York et je me suis retrouvé à jouer en rave 15 jours après mon arrivée à New York. Donc j'ai continué à jouer dans les raves new-yorkaises
qui était très différente de ce qu'on avait en France. J'arrivais avec une musique différente de celle qui était typiquement new-yorkaise qu'on entendait dans les clubs, et c'est ce que ce promoteur anglais cherchait. Il voulait de la musique un peu plus européenne. Donc j'ai réussi à faire mon trou là-dedans et à continuer à mixer régulièrement pendant 1 an. Mais surtout, j'ai découvert les clubs new-yorkais. C'est là où j'ai fait ma transition. C'est-à-dire que je mixais pas dans les clubs parce que les clubs new-yorkais, c'était vraiment des clubs à l'ancienne qui étaient basés encore sur le modèle du loft ou du Paradise Garage. C'est-à-dire que c'était un DJ qui avait sa résidence toutes les semaines, qui mixait parfois 12 heures. Et là, voilà, j'ai eu la chance de connaître le Sound Factory, qui était le club où était résident Junior Vasquez. Enfin, il y a eu Frankie Knuckles, Junior Vasquez et Danny Taglia après. Et là, j'ai découvert une autre école. C'était déjà l'école du sound system, parce que c'était le meilleur sound system que j'ai entendu dans ma vie. On parle de 93, donc c'était 6-7 ans après la fermeture du Paradise Garage. Donc il y avait à la fois la jeune génération qui venait pour écouter de la house, mais il y avait aussi les anciens qui venaient du disco. Et le DJ jouait la musique du moment, mais il la jouait avec cette culture d'un Larry Lavan, quoi, où on sentait que ça avait été le père fondateur de cette scène. Donc c'est comme si j'avais compris d'où ça venait, les racines disco, etc. Et bon, bah voilà, donc ça a été une époque phénoménale. Et par chance, je suis rentré à Paris au bout d'1 an parce que j'avais pas de green card. Donc je suis rentré. Fin 94, la scène rave a été finie. Et je suis revenu où il y avait toutes les interdictions, où il y avait des fêtes, où il y avait pas mal de racailles, où ça avait perdu un peu son état d'esprit d'origine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas mal d'organisateurs de rave, plus house, qui ont organisé leurs soirées en club, et d'autres qui avaient une musique plus extrême, qui étaient les free parties. Et donc, moi, je suis arrivé avec ma culture plus house, en plus, avec 1 an de New York, j'étais encore plus house qu'avant, puisque New York de 93, c'est le Berlin les gens voyageaient du monde entier pour passer un week-end à New York, pour aller dans les clubs et écouter les disques qui allaient sortir 6-7 mois plus tard. Et sans le savoir, j'étais au meilleur endroit, au meilleur moment. Et quand je suis rentré à Paris, comme par hasard, c'était la mode de la house new-yorkaise qui dominait tout le marché. Et j'ai pu faire ma transition comme ça, doucement vers les clubs, en jouant un peu au Rex, grâce aux organisateurs de Lunacy, qui était une rave où je mixais souvent, et qui ont lancé leur soirée au Rex, ça s'appelait Temple. Grâce à Valérie B, qui organisait des afters au Gibus, je me suis retrouvé à jouer pour le milieu gay. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment les DJ de club et les DJ de rave. Et ça se mélangeait pas trop. Et Valérie est un de ceux qui avait un peu un pied dans les deux scènes et qui a pu ramener moi et d'autres. Donc je me suis retrouvé à jouer au Queen, à jouer au Palace, au Privilège, au Gibus. 3-4 ans plus tard, à devenir résident d'une des plus grosses soirées gays de Paris qui s'appelait Scream, à l'Élysée-Montmartre. Vraiment, je suis devenu un DJ club parisien, en tout cas un de ceux qui jouait le plus ici. Quand Temple s'est arrêté, le directeur du Rex à l'époque a eu la bonne idée de garder les résidents et de leur proposer de créer leur propre soirée. Et c'est comme ça que j'ai créé Basse Culture, voilà, qui est la plus vieille soirée du Rex maintenant, parce que ça s'est jamais arrêté depuis 97. Moi, c'est pas tous les mois maintenant, j'en fais 4 par an, mais quand même, quoi. Et j'ai gardé le même esprit. Et puis mon identité musicale a évolué, mais les fondamentaux sont restés les mêmes. C'est-à-dire que cette house dubby dont je te parlais, ça reste à base de tout. Quand j'ai créé mon label, je cherchais un nom, et je me suis dit, j'ai déjà une marque en fait qui existe. C'est les mêmes racines, donc autant garder le même nom. Tu préfères mixer en numérique ou en vinyle ? J'ai cru comprendre que c'était pas la même chose. J'ai commencé avec le vinyle, donc ça reste ce que je préfère, de très loin. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre au numérique, au CD. Surtout les premières platines CD, ça a beaucoup progressé, mais le toucher n'était pas pareil. Là, on parle de 2005-2006. C'était une période très dure pour les vinyles parce que il y a eu toute la crise qu'on connaît avec les téléchargements, les boutiques ont fermé, les distributeurs ont fermé. À part peut-être à Berlin, où là, il y a toujours eu des boutiques de disques. Je me souviens d'une période à Paris où, si on ne faisait pas le saut vers les CD ou l'ordinateur, en l'occurrence Serato ou Traktor, on pouvait quasiment plus jouer de nouveautés. Parce que là, à l'époque où on vous envoyait des disques en promo, des vinyles, maintenant vous envoyez des CD. Il y a plein de musiques qui sortaient
en digital qui sortaient plus en vinyle. Donc si on voulait être un peu dans l'heure du temps, c'était compliqué de rester sur le vinyle. Donc j'ai eu pendant peut-être 2 ans ou 3 ans, j'ai mixé avec Traktor. Donc ça veut dire que j'avais des platines vinyle, donc j'avais toujours mon toucher vinyle, mais j'avais une interface ordinateur où là je jouais des fichiers. Mais pour moi c'était le bon compromis. Je gardais ma technique, mais je pouvais jouer des nouveautés. Parce qu'après, il y a le problème du son, quoi. Il y a plein d'endroits où, justement, comme les 90% des DJ jouent en numérique, le son est plus réglé pour les platines vinyles. Et il y a eu quelques fois où je me suis même foiré dans certaines grosses soirées parce qu'en voulant absolument jouer vinyle et que le son était dégueulasse, quoi. Donc très vite, moi je me suis mis à encoder mes vinyles. C'est-à-dire que ça changeait pas la musique que je jouais. Et ça, j'ai gardé ce système maintenant. Donc je trouve que le support, on s'en fout, c'est la musique qui compte. Mais je suis pas snob par rapport à ça, je suis pas fermé, quoi. Et j'imagine que c'est pas la même chose de préparer son sac pour une fête entre amis ou pour un gros club. Je sais pas, parce que moi des fêtes entre amis, c'est dans les clubs, les 3/4 du temps. Après, il y a des clubs plus intimistes. Donc là, forcément, en fonction de la capacité, de l'endroit, de l'heure à laquelle on joue, du line-up, de la longueur de son set, etc., ça change plein de choses. Mais des teufs entre amis, en fait, j'en fais pas beaucoup, j'en fais très peu. La comparaison, ça va être entre un petit club underground à Berlin ou un festival, voilà. Là, effectivement... Mais le petit club underground à Berlin, je pense que si je faisais une fête privée pour 100 personnes, j'aurais exactement la même musique. On est peut-être plus large dans sa sélection quand on a plus de temps et qu'on a un dance floor plus petit. On se permet plus de choses. Non, fondamentalement, je ne change pas radicalement ma caisse de disques d'un endroit à l'autre. C'est juste que dans une fête plus petite, je terminerai par ce avec quoi je vais commencer dans le club de 3000 personnes. Et c'est quoi ton plus gros club ? Je suis plus un DJ de club que de festival, mais j'en ai fait quand même quelques gros. J'ai fait le main stage d'Awakenings avec Josh Wing, et je crois que j'avais 25 000 personnes en festival. C'est là où je dis que je suis pas un DJ de festival, c'est que en jouant mes disques les plus massifs, j'avais l'impression que ça sonnait tellement petit par rapport à la taille du truc. Il y a vraiment une musique particulière pour les gros stages de festival, et c'est pas forcément les trucs les plus durs. Il y a des DJ qui sont des DJ de très grosses salles. Carl Cox ou Sven Vath, c'est des mecs qui ont un son qui remplit le... C'est un gros son, quoi. C'est assez épique, je sais pas comment expliquer, mais c'est fait pour des stages de 10 000 personnes. Et est-ce que tu as une méthode pour préparer ton sac ? Ma caisse de disques évolue petit à petit. C'est-à-dire que comme j'ai un peu tous les styles que j'aime jouer dedans, si j'achète une dizaine de disques par semaine, il y en a peut-être 7 ou 8 que je vais avoir envie de jouer tout de suite. Donc ils vont trouver leur chemin dans ma caisse de disques, donc je vais en retirer 7 ou 8. Parce que je suis limité à 100, mais je trouve ça bien d'être limité. J'ai trouvé le même principe dans ma clé USB, avec des dossiers où je mets pas plus de 100 morceaux dedans. Parce que sinon on s'y perd, quoi. Et je trouve que pour la création, le cadre est important. Il y en a que je joue depuis 30 ans et qui régulièrement, tous les 3 mois, retrouvent leur chemin, quoi. Il y en a qu'on a trop joué, donc on s'est lassé. On n'a pas trouvé assez de bonne musique à un moment donné, ou une musique inspirante pour soi, pour la remplacer. Donc on est un peu dans ce truc de un peu desséché, c'est-à-dire qu'on est lassé de ces disques, mais on n'a pas l'inspiration des nouveaux. Donc ça, c'est des périodes un peu compliquées. Là, c'est bien d'aller rechercher les vieux trucs qu'on a oubliés. Donc il y a cet équilibre parfait de je suis excité par mes nouveaux disques, mais je les connais bien. C'est là où on fait les meilleurs sets, parce qu'on est à la fois dans la maîtrise et en même temps encore l'excitation de jouer des disques relativement récents. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de redécouvrir un morceau en préparant ton sac ? Ah ouais. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était toujours la nouveauté qui était privilégiée. C'était 3/4 de nouveautés et 1/4 de trucs plus anciens. Maintenant, c'est l'inverse. Parce qu'il y a des vieux disques que je ressors et que j'ai oubliés, qui sont dans ma collection, mais aussi des vieux disques que j'ai achetés sur Discogs, que j'avais ratés à l'époque, que je connaissais pas, parce que je passe beaucoup de temps. Il y a des très bons disques nouveaux, mais je pense que c'est une musique qui maintenant a plus de 40 ans, et comme toutes les musiques, on peut dire qu'il y a eu un âge d'or. Et moi, je pense que les années 90, c'était l'âge d'or de cette musique. Il n'y a vraiment rien de fondamentalement nouveau depuis peut-être
le dubstep, quoi. Certains diront la drum and bass. C'est-à-dire que c'est qu'une réinvention ou une réinterprétation de la house, de la techno, de la trance, voilà, ou de périodes précises des années 90. Et quand je regarde ma caisse de disques aujourd'hui, eh ben, y a autant de disques de 93 que de 2003, que de 2013, que de 2023. Et est-ce que tu as toujours un disque Rescue dans ton sac, un disque qui peut te sauver en cas de trou d'air dans la soirée? J'en ai plusieurs, mais c'est jamais les mêmes. Quand je fais ma caisse de disques, il y a toujours quelques morceaux un peu Rescue. Ouais. Ça peut être des vieux trucs que j'ai oubliés, qui déjà étaient Rescue à l'époque, qui pouvaient être encore Rescue aujourd'hui. Donc ça, c'est super. Ou dans les nouveautés, des trucs qui me disent « Waouh, celui-là, je sais qu'il marche à chaque fois, je prends pas trop de risques. » Voilà. Il y a toujours un ou une relou dans une fête. Quel est le pire morceau ou le pire style qu'on t'a demandé pendant ton set? Oh, j'en ai eu plein, quoi. Il y a un mec qui vient me voir en faisant la gueule et il me fait « T'as pas de la musique moderne ?» Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux dire par de musique moderne ?» Mais je sais pas, un Bob Marley, un truc comme ça. Je trouvais ça assez drôle. J'ai dit, mais il est mort, Bob Marley, qu'est-ce qu'il y a de moderne là-dedans? Même si c'est une musique complètement moderne et intemporelle. Mais j'entends dans un contexte où on met de la musique électronique très pointue, ou que le mec avait jamais entendu de sa vie, il vient vous voir en disant, mais t'as pas un truc moderne? J'avais pas l'impression que la musique sonnait si vieux que ça, mais ça m'avait fait rire. Après, maintenant, il y en a plein. Enfin, heureusement, ça arrive de moins en moins, mais au début des portables, où on vous sort la playlist, quand on monte la playlist, t'as ça. Vraiment, en général, je dis oui, je le mets plus tard et tout, tu vois. No, don't say that, 'cause I'm not running away. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre ton sac et de jouer avec les disques de quelqu'un d'autre? Oui, les problèmes d'avion, quoi, de bagages qui n'arrivent pas. Parce que ça m'est arrivé 2-3 fois. Une fois à Madrid, je me souviens, où j'avais joué avec le disque du résident. Une autre fois, je crois qu'il y avait une boutique de disques qui m'avait ouvert une boutique. En mode urgent, j'avais été prendre quelques trucs que je connaissais du disquaire. Donc j'ai toujours réussi à jouer même sans mes disques. Quand ça vous arrive au bout de la 2e, 3e fois, je gardais un petit sac avec moi. C'est-à-dire que j'avais ma grosse caisse de disques qui était en soute. J'avais un sac à dos où je pouvais mettre des vinyles et je m'en mettais 20 avec moi par sécurité. Puis après, il y avait les clés USB, donc on avait les disques. Mais de toute façon, là maintenant, c'est dingue, j'enregistre plus du tout mes disques. Quoi. J'arrive à passer dans la cabine avec une grosse caisse de disques. On me fait pas chier. Quel est le truc le plus fou qui t'est arrivé avec ton sac à disques? Les fêtes sur la plage, ou dans des endroits où il y a du sable et de la poussière, et on raye tous ces disques en les remettant dans la pochette. Ça fout les boules. Après, j'ai des histoires, des nombres de potes qui se sont fait voler leur caisse de disques dans leur coffre de voiture. À l'époque des raves, ça arrivait très souvent. J'en connais même qui ont changé de style de musique à cause de ça. Qui jouaient à house, ils se sont fait voler leur caisse de disques house, et ils ont commencé à jouer techno. Ils ont fait carrière. Mais il y a les vols de clés USB aussi, c'est un gros truc, ça. Comme il y a ce truc en plus sur les platines CD de sécurité, quand la clé est arrachée ou qu'il y a un mauvais contact, il y a un système de boucle. Donc ça coupe pas la musique. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, on se retourne, la musique n'a pas été coupée parce qu'il y a la loupe d'urgence, mais il n'y a plus de clé. Puis autant partir avec un disque, c'est visible, autant avec une clé. Il y a plein de morceaux à vous, des trucs qui sont pas sortis, des trucs, ça peut être horrible. C'est quoi ton meilleur souvenir de set? Le dernier, là, en date, c'est pas compliqué, c'était il y a 2 semaines. C'est un club que j'adore, où j'ai la chance de jouer 3-4 fois par an. Il y a un club à Berlin qui s'appelle Heidegluen. C'est dur qu'un club reste aussi incroyable pendant aussi longtemps. Là, ils viennent de fêter leurs 10 ans. Et c'est toujours magique, en fait, quoi. Justement, ça joue vinyle, ça joue très house. Il y a une vraie liberté dans la sélection, il y a un public super ouvert. Puis, je sais pas, il y a vraiment une atmosphère, un truc très particulier. Et ça reste, depuis que j'y joue, ça reste l'endroit où je crois qu'il n'y a pas une fois où j'ai pas réussi à me faire plaisir. Où je sors de là à chaque fois en me disant, avec la banane, en me disant, waouh, incroyable. À la berlinoise, donc absolument pas de vidéo, pas de photos et pas d'enregistrement.
Je dirais sur les 8 dernières années, je pense que mes 4 meilleurs sets, ceux dont je suis plus fier, ont été dans ce club-là. Et j'ai pas une trace. Et enfin, est-ce que tu prévois toujours un morceau pour clôturer ton set ? Ah, j'en ai plein. J'ai carrément, dans ma caisse de disques, parce que comme j'ai moins de place, j'en prends toujours 3-4. Mais dans ma clé USB, j'ai carrément un dossier où il y a peut-être 81 morceaux, où ça s'appelle The End, quoi. Et là, je sais que... Et parfois, la fin, elle peut durer 1 heure. Donc si c'est une fin qui dure 1 heure, je peux faire 1 heure de morceaux de fin, quoi. Alors il y a des classiques, il y a des trucs un peu... mais j'adore, ouais. Je vais regarder, je te dirai. Merci Jules. Je t'en prie, c'était un plaisir. Pareil. Times are hard and no one seems to care. There's a place I go inside my mind, inside my mind. See the times as they truly are. There's a place I go inside my mind, inside my mind. Was there a war inside my mind, inside my mind? Did I miss something? Or are you not there? I thought I said something.
Or am I missing your point of view? Is this our world or is it yours? Don't get me wrong, because you know I'm right.